Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors on va commencer en parlant de quelque chose que... ce n'est pas étrange que les médias français n'en parlent que pas, d'ailleurs pas du tout, ou alors que de façon très très survolée. C'est actuellement le procès qui a débuté cette semaine de Ghislaine Maxwell. Alors pour ceux qui vivraient encore dans une caverne, Ghislaine Maxwell c'est cette dame qui aujourd'hui doit comparaître devant la justice américaine pour répondre d'un certain nombre de plaintes, ou tout du moins de chefs d'inculpation, liés à du trafic, de séquestration pour des satisfactions d'ordre sexuel, de prostitution. C'est une affaire qui pourrait éventuellement tomber un petit peu dans les affres des faits divers si ce n'était pas le bras droit d'un certain Jeffrey Epstein. Et oui, cette fameuse affaire de Jeffrey Epstein, souvenez-vous, c'est ce milliardaire qui organisait des parties fines avec des mineurs et dont beaucoup de dossiers et de documents ont pu fuiter pour démontrer qu'il y avait des liens de cause à effet avec un certain nombre de personnalités et plus particulièrement avec un certain nombre de voyages à bord d'un avion qui allait sur l'île de Epstein, dont les documents faisaient paraître un certain nombre de noms. Bill Gates, Bill Clinton, et des artistes, des hommes d'affaires, etc., mais également un certain nombre de Français. Des Français qui avaient plus ou moins des liens avec Epstein, du fait de la publication, il y a maintenant 2 ou 3 ans, de son fameux carnet d'adresses. Alors évidemment, carnet d'adresses, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont sur son carnet d'adresses faisaient partie de l'organisation, ou étaient des clients, des bénéficiaires, ou avaient de bonnes relations, etc. Malheureusement, donc ce procès a commencé. Les médias américains sont un petit peu obligés d'en parler, sauf qu'ils font très attention de rester dans le carquois de ce que ce procès tente de résoudre, c'est-à-dire le problème de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell était-elle complice? Ghislaine Maxwell a-t-elle fait du rabattage de jeunes mineurs pour satisfaire les plaisirs d'Epstein, mais on écarte soigneusement toute spéculation sur un trafic, sur une organisation qui aurait pu permettre à d'autres personnes de profiter de ces services charnels, dirons-nous. Cela fait depuis maintenant, je crois, à peu près 1 an et demi que Ghislaine Maxwell un mandat d'arrêt avait été émis à son nom, etc., et elle a été retrouvée, elle a été donc interpellée et arrêtée. Et depuis 1 an et demi, lors de l'enquête, ils ont essayé de trouver des compromis. Ils ont essayé de négocier avec Ghislaine Maxwell pour qu'elle fasse des aveux, pour qu'elle parle. Sauf qu'on comprendra que, vu ce qui est arrivé à Jeffrey Epstein, qui, je le rappelle, s'est auto-suicidé dans sa cellule, dans des circonstances... Quelle coïncidence, avec un manque d'attention des gardiens, avec un système de sécurité vidéo qui tombe en panne, si vous voulez, un cumul de phénomènes que le hasard a fait que malheureusement on n'a pas pu déterminer, on n'a pas pu savoir ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que c'est dommage. Tout comme d'ailleurs, c'est dommage que vous ayez je crois que c'est une juge ou une magistrate, je ne sais plus exactement, qui a vu débouler quelqu'un dans sa maison, qui a assassiné son mari, ses enfants, et après on a retrouvé quelques heures plus tard ce même assassin qui se serait suicidé dans son véhicule. Comme par hasard, c'était une personne qui était liée à l'enquête justement sur Epstein et sur Ghislaine Maxwell. Donc si vous voulez, il y a des tas d'événements autour de cette affaire, autour de ce, on va dire un scandale, mais un scandale qui ne dit pas son nom, que c'est pas étonnant qu'en France vous n'en entendiez pas parler. Tout comme il n'est pas étonnant que les médias américains font
extrêmement attention de ne pas faire d'allusion, de ne pas faire de procès d'intention sur le fait qu'Epstein n'était pas qu'un simple consommateur, mais aussi un organisateur. Ah donc, pour l'instant, il y a un certain nombre de jeunes qui ont témoigné contre Epstein, mais là encore, de temps en temps, les témoins qui sont appelés à la barre sont bousculés, leur vie privée, leur vie personnelle sont fouillées pour trouver le moindre détail qui pourrait éventuellement discréditer leur témoignage. Je rappelle que Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable face au chef d'inculpation. Et même ces jeunes femmes, de temps en temps, on essaie de leur tirer un petit peu les vers du nez pour savoir est-ce que vous avez eu des relations, on va dire, obligées, avec d'autres personnalités, avec d'autres clients. Et là, on n'a pas de réponse, puisque tous les témoins qui sont présentés ne sont que des témoins qui ont eu des relations sexuelles, non consenties, avec Epstein. Mais on n'a absolument aucun témoin pour l'instant qui pourrait être un témoin sur ce qui se passait sur l'île. Donc vous voyez, la justice américaine essaye de faire son travail, mais elle sait qu'elle a entre les mains un baril de poudre. Elle sait qu'elle a entre les mains une affaire qui, si jamais on va dans des contrées, dans des zones obscures, etc., il risque encore d'y avoir des morts. Et ça, malheureusement, eh bien, force est de constater que ça rajoute de la suspicion, ça rajoute évidemment le fait que, même si aujourd'hui il y a des questions qui sont posées, sur lesquelles on peut apporter certaines réponses, que s'il y a des documents, s'il y a des photos avec des personnalités, avec Epstein, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient des consommateurs ou de simples clients, ou de simples amis, ou de simples relations? Pour l'instant, il nous faut des témoignages, il nous faut des preuves flagrantes qui démontrent que ces personnalités, qui sont aujourd'hui nommées dans un certain nombre de documents, étaient bien des clients, étaient bien des acteurs d'une sorte d'organisation de partie fine sur cette fameuse île. Le fait est, c'est que déjà, le fait que ces personnalités figurent parmi les passagers d'un certain nombre de vols qui allaient sur cette île, on peut en effet dire que c'est l'île d'Epstein et qu'Epstein a le droit d'inviter qui il veut sur son île. Sauf que lorsque le FBI a débarqué sur l'île, on a découvert des endroits où c'était pas que des endroits pour faire de la relaxation. C'était clairement des endroits où il se passait autre chose. Sauf que, encore une fois de plus, on sent qu'il y a des gènes à aller chercher, à aller fouiller un petit peu là où il faut. Hein, alors il y a certains sites web, en effet, qui font de l'investigation. Bon, évidemment, ce sont des sites qui sont très brocardés, étiquetés complotistes, d'extrême droite, fascistes, etc. Donc, vous voyez, c'est les mêmes slogans que l'on entend très souvent par rapport à ce genre de site qui émet des documents. Néanmoins, il y a des documents qui existent. Si vous avez la possibilité de tomber dessus, eh bien gardez-les sous le coude avant qu'ils disparaissent, parce que malheureusement, il faut savoir que ça aussi, il y a certains documents qui ont pu être disponibles, qui ont pu être diffusés, comme par exemple, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en commentaire, qui est un lien sur les archives Wikileaks. Je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet d'archives. Faut avoir le temps, faut être minutieux, faut être curieux, faut être patient pour trouver ce que l'on peut trouver d'ailleurs dans ces archives et qui ramènent parfois des choses très très intéressantes. Je peux vous dire par exemple qu'il y a dans ces archives des documents sur l'enquête, la commission d'enquête sur le vol Rio-Paris qui se serait scratché dans la mer à cause des fameux picots. Et on découvre des documents que finalement, pas Air France, mais Airbus était parfaitement au courant des défaillances de ce matériel. Donc voilà, c'est pour votre petite information personnelle, pour vos archives. Je vous confierai donc ce lien.
Donc voilà, petit quand même passage sur cet événement qui est en train de se passer à New York. S'il se passe quelque chose, évidemment, je mettrai des informations sur le blog, mais je pense que on ne va pas véritablement en apprendre plus dans ce procès. Je pense que Ghislaine Maxwell sera certainement condamnée, peut-être, à une condamnation symbolique pour ses actes, mais on n'ira pas chercher plus loin, puisque de toute façon, maintenant, il est clair et net que Ghislaine Maxwell ne parlera pas, qu'elle ne dira rien, parce que, évidemment, elle n'a pas envie de finir auto-suicidée dans sa cellule, ou suicidée à coups de barbiturique, ou suicidée, ou jetée, je sais pas, du haut de son lit, la tête la première, voilà. La suite, c'est l'un d'entre vous dans la précédente vidéo qui m'avait fait un commentaire sur ce qui se passait en Ukraine. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est le jeu géopolitique habituel. C'est-à-dire, là, on est dans une sphère de lutte d'influence. Alors, d'un côté, vous avez l'Ukraine, on connaît la situation, on connaît un peu l'historique, vous avez une partie de l'Ukraine dont l'autorité et la souveraineté dépendent de Kiev, et vous avez à l'est le fameux Donbass, le Donbass qui est constitué de 2 républiques qui se sont autoproclamées autonomes, qui est Donetsk et Lugansk. Et vous avez la Crimée, qui est devenue russe. Alors pareil, c'est pas normal, c'est une invasion, je rappelle, la communauté internationale ne reconnaît pas la Crimée comme désormais territoire souverain russe. On va pas refaire l'histoire, on en a déjà parlé. Le problème, c'est qu'évidemment, l'Ukraine, c'est un enjeu stratégique géopolitique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les Occidentaux qui voudraient pouvoir mettre la main sur l'Ukraine parce que ça leur permettrait ainsi d'avoir véritablement une zone frontalière directe avec la Russie, d'où la raison pour laquelle le conflit, ou tout du moins la tension qui est actuellement à son comble en Ukraine, c'est la possibilité de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Je vous laisse imaginer évidemment tout ce que ça impliquerait. Et de l'autre côté, évidemment, la Russie, Poutine, qui a dit attention, si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, moi, j'en prendrai note pour prendre des décisions qui s'imposent. C'est pas folle la guêpe, quand même. On a appris récemment que la Bulgarie, je crois que c'est la Bulgarie, va autoriser la construction d'un port naval pour l'OTAN, et donc, par conséquent, les Américains, ce qui va permettre aux Américains de pouvoir être présents légitimement en mer Noire. Puisque, actuellement, la mer Noire dépend d'accords qui n'autorisent pas les navires étrangers d'un certain tonnage à rester plus de 21 jours en mer Noire. Alors, je crois que c'est 30 000 tonnes. Or, il se trouve que il faut un accord autorisant des navires de guerre étrangers à pouvoir rentrer en mer Noire, mais que pour 21 jours. C'est-à-dire, voilà, par exemple, il y a eu des tentatives récentes de présence de frégates américaines en mer Noire, mais il y a un moment donné où on est venu leur friser les moustaches pour leur rappeler que, attention, vous n'avez plus que quelques jours avant d'être obligé de repartir, sinon c'est une infraction à un droit international. Donc en installant une base navale en Bulgarie, ça permettrait ainsi donc à l'OTAN d'avoir la légitimité d'être présent en mer Noire. Et puis nous avons la Pologne. La Pologne, pareil, il faut connaître un petit peu l'historique de la Pologne, son animosité vis-à-vis de son voisin russe, pour savoir que la Pologne joue un petit peu à voile et à vapeur, c'est-à-dire d'un côté elle est quand même prise entre deux feux avec ses conflits culturels avec l'Union européenne, et de l'autre avec évidemment la Russie, avec laquelle elle a toujours eu des relations relativement difficiles. Et donc la Pologne, elle, est aussi en première ligne. Donc la Pologne a besoin quand même d'un renfort, d'un soutien de l'OTAN, des soutiens occidentaux, pour s'assurer une sécurité face à l'éventualité d'une invasion russe.
Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Russie? Eh bien, en Russie, nous avons, en Ukraine, pardon, eh bien, en Ukraine, nous avons, pareil, le jeu de force, voilà, le jeu de dissuasion. Alors, d'un côté, on laisse planer le fait que l'Ukraine est aidée par l'Europe, est armée par l'Europe, et que même l'Ukraine la demande aux Américains, aux Européens, de leur envoyer des conseillers. Alors, je rappelle le terme conseiller technique, c'est une façon politiquement correcte de demander en fait des mercenaires, tout simplement, c'est-à-dire des militaires qui ne sont pas ou qui n'agissent pas pour le compte d'un État, mais qui agiraient pour le compte de sociétés privées, comme des mercenaires, comme exactement ce qu'il y a dans le Donbass. Dans le Donbass, il y a des Russes, mais des Russes qui ne sont pas officiellement des militaires sous commandement de l'armée russe, mais qui sont des gens payés comme des mercenaires pour faire une présence russe, pour conseiller et aider les habitants et les combattants du Donbass contre les agressions ukrainiennes. Donc, vous voyez, alors, pareil, ça c'est une réalité stratégique. Mais une réalité stratégique, évidemment, dans la presse, dans les médias, on dit, vous voyez, la preuve est là que les Russes sont bien présents en Ukraine, dans le Donbass, etc., puisque il y a des soldats russes. Oui, mais c'est des soldats russes, comme l'Ukraine a dans ses positions, dans ses forces de première ligne, il n'y a pas que des soldats ukrainiens. Il y a des conseillers techniques européens et américains. Façon de dire, tout simplement, des soldats. C'est-à-dire des soldats combatifs. Mais allez faire la différence, allez faire votre enquête là-dedans. Vous allez voir que de toute façon, vous n'aurez pas d'autorisation pour aller fouiller dans ce sens. Donc voilà, ça fait partie des stratégies d'influence, etc. Je veux dire, quand on connaît un peu l'histoire de ce qui s'est passé pendant la guerre froide, aujourd'hui, on a les mêmes codes, on a les mêmes stratégies. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez ces principes-là. Quand vous entendez des gens, oui, mais de toute façon, les Russes, ils sont en Ukraine, ils font de la... Non, officiellement, ce ne sont pas des Russes qui agissent pour le compte de l'État russe. Tout comme nous avions en Syrie des combattants européens, des combattants français. Mais c'est pas parce qu'ils sont français que ça veut dire que la France est engagée dans tel ou tel camp. Non, parce que ce sont des initiatives soit personnelles, soit en effet des initiatives du gouvernement français par le biais d'organisations, par le biais de groupes, par le biais de sociétés qui ont envoyé des gens là-bas pour conseiller, pour aider à comprendre, à améliorer les stratégies, améliorer la logistique, etc. Mais officiellement, ce n'est pas un engagement officiel. Mais n'empêche qu'on y est, on a les pieds dedans. Donc voilà pour ce qui se passe sur l'Ukraine. Donc là, c'est justement ce petit jeu de gros bras, finalement, avec l'Ukraine qui voudrait rentrer dans l'Europe, dans l'Union européenne, même si l'Europe aussi reste encore une idée qui traîne, ne soyons pas naïfs. Et donc en réponse à ce projet, eh bien, les Russes, tout simplement, disent « Ok, nous on va faire des petits entraînements, mais pas très loin de la frontière, pour juste vous montrer que on est là. Que si jamais vous dérapez, nous on est prêts, on déboule. » Et d'ailleurs, petit aparté, je reviens encore sur ce youtubeur, parce qu'il nous fait des vidéos qui sont très intéressantes pour justement comprendre un petit peu l'autre côté, qui est GouVHD. GouVHD qui a récemment fait des vidéos en nous donnant un top 5 des raisons pour lesquelles la Russie peut s'effondrer, comme aussi le top 5 des raisons pour lesquelles la Russie peut redevenir une grande puissance, voire peut-être la première puissance mondiale. Alors c'est des vidéos, je vous mettrai le lien de sa chaîne directement, vous irez y voir tout si vous le souhaitez, mais je trouve que ces deux vidéos sont très intéressantes parce qu'elles remettent en perspective véritablement la raison pour laquelle la Russie aujourd'hui a un potentiel, je dis bien a un potentiel, de jouer les troubles faits dans les dominations de l'ordre mondial.
C'est-à-dire que dans sa vidéo, justement, il explique un truc qui est très intéressant, c'est que même si demain on fait du boycott sur la Russie, alors évidemment il pourrait y avoir des conséquences économiques, déjà il y en a quelques-unes avec le rouble, mais la Russie a une capacité de pouvoir vivre en autarcie. Pourquoi ? Parce que la Russie, c'est le pays le plus grand du monde, c'est un pays qui a une étendue telle qu'il a des ressources énergétiques, des ressources géologiques à foison, qu'il a déjà démontré qu'il avait des capacités de pouvoir satisfaire à ses besoins alimentaires, énergétiques. Et qui plus est, même si demain on fait du boycott contre la Russie, il aura toujours des partenaires frontaliers, comme la Chine, l'Inde, l'Iran, qui pourront éventuellement aider à sa résistance. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant finalement de voir les points d'équilibre, on va dire, entre les puissances en question. Parce que si la Russie, demain, a parfaitement la capacité d'être totalement autonome sur l'essentiel, ce n'est pas le cas de l'Europe, ce n'est pas le cas des États-Unis, même si les États-Unis est un grand pays, même si les États-Unis ont aussi des ressources. Le seul problème, c'est que les États-Unis, c'est un modèle économique qui est à bout de souffle, et que même la satisfaction de ses besoins propres par uniquement l'exploitation de ses propres ressources ne suffiront pas à alimenter les besoins de plus de 300 millions d'habitants. Je rappelle, la Russie, c'est 175 000, je crois. 135 ou 175 000 millions d'habitants, je ne sais plus. Alors que c'était un pays qui faisait déjà plus de 250 millions avant la Seconde Guerre mondiale, hein, même juste après. Donc c'est quand même un pays qui malheureusement a perdu la population, a perdu la démographie, mais quand vous voyez la taille de la Russie pour 175 millions d'habitants et les États-Unis pour 320 millions, je crois, il n'y a pas photo. C'est que les pays occidentaux ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins dans le système et dans le modèle dans lequel ils sont actuellement. Individuellement, la France pourra en effet parfaitement satisfaire à ses besoins alimentaires, elle pourra satisfaire à ses besoins énergétiques, mais en revanche, il y a certains domaines qui malheureusement, la France reste dépendante de ses importations et de ses exportations, parce qu'elle n'a pas de pétrole, parce qu'elle n'a pas un certain nombre de minerais, parce qu'elle n'a pas certaines matières premières en son sol, en son territoire, où elle en a, mais pas suffisamment pour satisfaire les besoins qu'elle a. Et c'est vrai pour la plupart des pays européens. C'est-à-dire que si demain on devait vivre en autarcie, en réalité la France risquerait de retomber dans des conflits sociaux très violents, très majeurs, et nécessiterait d'instaurer une dictature pour serrer les boulons. Donc le problème, il est là. Donc cette jalousie qu'il y a entre l'Occident, la Russie, elle est évidente. C'est que l'Occident ne veut pas voir la Russie devenir une grande puissance parce qu'elle a déjà une capacité d'autonomie, parce qu'elle n'est pas obligée d'être dépendante des autres. Et preuve en est, nous avons nos voisins allemands qui, eux, très pragmatiques, l'ont très bien compris. Le gaz russe, l'Allemagne en a besoin. C'est pour ça que là, cet hiver, ça va être le test. Voir comment les Allemands vont réussir à satisfaire à leurs besoins énergétiques cet hiver, en sachant que le Nord Stream, pour l'instant, est à l'arrêt. Il fonctionne. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Parce qu'ils se sont fait tellement tirer les oreilles, les Allemands, par les Américains, que... Ouh. Et enfin, pour terminer, vous avez peut-être vu passer cette information, Google et l'AFP ont signé un accord pour lutter contre la désinformation. J'ai envie de dire, ça promet. Ça promet parce que on sent bien qu'il va y avoir un moment où ceux qui aujourd'hui sont rageux contre la montée de Zemmour
sont rageux sur le fait qu'ils ont de moins en moins d'influence, qu'ils ont de moins en moins l'ascendant sur une grande majorité de l'opinion, eh bien on risque de voir pas mal de censure. Preuve en est, le fameux clip de Zemmour, comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, le clip de Zemmour a été classifié avec une restriction d'âge de moins de 18 ans. Eh bien, sachez que votre serviteur, lui aussi, ma vidéo que j'ai faite sur le clip de Zemmour, alors que logiquement j'avais juste mis la vidéo en encart, eh bien aujourd'hui est sujet à une restriction de moins de 18 ans. Comme quoi, on ne va pas me faire croire que c'est pas du ciblage. Autre élément très intéressant, on a eu récemment une intervention d'une militante de SOS Racisme, à laquelle on a posé la question: est-ce que vous souteniez cette opération Paris va faire taire Zemmour, avec le logo SOS Racisme. Et là, tout d'un coup, la nana nous a fait un truc, on n'a pas compris, elle n'était pas au courant. Représentant SOS Racisme, elle n'est pas au courant de l'organisation de cette opération. Un autre insoumis, sur le plateau de Morandini lui dit: mais est-ce que vous condamnez cette affiche du fait que ça demande de faire taire un candidat à l'élection présidentielle? Et là, le mec de chez Insoumis, il est parti dans une explication alambiquée, etc. Mais Morandini a insisté en disant: non, mais je vous pose la question clairement, vous condamnez ou pas cette affiche, etc. Oui, enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a des militants qui ont été frappés, c'est de la violence inadmissible, c'est ignoble. C'est-à-dire que là, le mec, tout d'un coup, il n'a pas d'argument, et comme il ne peut pas s'engager sur une condamnation d'un propos qui consiste à faire taire un candidat, eh ben, le mec, il va aller chercher des éléments pour ramener à l'hypersensibilité, à l'émotionnel. Oui, rendez-vous compte, c'est inadmissible, ça n'a rien à voir, c'est incomparable avec la violence qui a eu lieu pendant le meeting de Zemmour, etc. Alors il y en a qui disent, imaginez des identitaires, ils auraient été chez les Insoumis, ils n'auraient jamais été traités comme ça. Oui, sauf que les identitaires, ils sont pas fous, ils vont pas se jeter dans la gueule du loup, eux. Preuve en est, c'est que quand ils ont fait leur opération pendant la manifestation, je ne sais plus si c'était le truc des Traoré ou quoi que ce soit, ils ont fait quand même l'affichage de banderoles sur un toit. Ça n'a pas empêché quand même des petits antifas ou des ultra-gauches de monter sur le toit et puis d'essayer d'en venir aux mains. Mais non, mais là, c'est pas de la violence, là, c'est normal. C'est lutter contre les haines. C'est une guerre. C'est une résistance armée contre la haine. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je pense que cette campagne présidentielle va être la démonstration de la déliquescence même de tous les fondamentaux d'une république. Et j'oserais même vous dire ceci que j'ai déjà écrit. Je pense aujourd'hui que nous avons passé un cap. Nous avons passé le cap sur le fait qu'aujourd'hui la société française est en train de s'américaniser, c'est-à-dire de devenir comme la société américaine, c'est-à-dire deux camps, deux France, qui désormais ne sera plus réconciliable. Ce qui est quand même formidable pour un pays qui considère son peuple unique et indivisible. Oh, il le sera, indivisible. Mais il le sera le jour où, fatalement, un camp finira par l'emporter contre l'autre, et que l'autre disparaîtra. Nous en sommes là aujourd'hui en France. C'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans des événementiels, ou même dans des conversations, dans le cadre familial, dans le cadre privé. On le voit bien qu'il y a deux camps. On le voit bien qu'ils sont irréconciliables. Sauf que le problème, c'est que ces deux camps représentent peut-être une minorité, mais une minorité à qui on donne de l'importance, à qui on donne
du pouvoir, à qui l'on donne de la visibilité. Et entre ces deux camps, eh bien, il y a vous, il y a moi. C'est-à-dire que ceux qui ont encore un tant soit peu de lucidité, un tant soit peu de liberté, d'indépendance d'esprit, qui se disent que d'un camp ou d'un autre, il y a des choses qui se valent, il y a des choses qui sont critiques, il y a des choses acceptables, des choses inacceptables. Mais le problème, c'est que malheureusement, vu que les mondialistes ne veulent pas une unité dans le pays, eh bien, ils sont en train de donner de la puissance, ils sont en train de donner de la visibilité, ils sont en train de donner de la légitimité à ces deux camps, pour qu'à un moment donné, vous et moi, nous soyons obligés, à un moment ou à un autre, de faire le choix, de supporter un camp ou un autre, pour le moment où il y aura la confrontation. Garder une indépendance d'esprit, on l'aura toujours, mais il y aura un moment donné où il y aura une étape, où il y aura une limite, où il y aura une situation où forcément on sera obligé de tenir propos pour les uns contre les autres. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui ont conscience que leur pays est en train de passer à la moulinette de l'ultralibéralisme, de l'individualisme, de la corruption, du multiculturalisme, bref, la destruction même de ses fondamentaux, destruction de la République. Quand aujourd'hui vous avez dans le côté d'extrême droite, on va dire, des gens qui font bien la différence, qui font bien le distinguo entre la France et la République, c'est que déjà, eux ont compris que la République est morte, qu'ils font bien le distinguo qu'aujourd'hui il faut défendre les intérêts, les fondamentaux et la culture de la France, parce que la République, elle est corrompue, elle est fracturée, elle est contaminée. On gardera les principes de la République, mais on construira autre chose, on fondera autre chose. Si Mélenchon parle d'une 6e République, c'est pas pour rien. À méditer. Sur ce, portez-vous bien. Et d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas, vos commentaires, le pouce vers le haut. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.